Je donne la parole. Elle est maintenant quasiment nécessaire au psychologue, donc Jean-Luc Noël, qui est à Sainte-Périne. Eh ben, après tout ça, donc mon temps s'est réduit, je le vois marqué là. Donc je vais essayer de condenser mon propos sur l'évaluation de l'autonomie décisionnelle au quotidien. Je ne vais pas m'intéresser à l'autonomie, je pense que Fabrice en a très bien parlé tout à l'heure, mais sur finalement ce terme d'évaluation et de quotidien. Pour moi, le respect qu'on se doit d'avoir pour les malades, c'est de réfléchir à ce que l'on fait et d'éviter de faire des bêtises, d'éviter de faire des erreurs. Et pour ça, partir du quotidien, je trouvais toujours très intéressant. Je donne juste un exemple, un groupe de parole que j'animais sur l'hôpital où Madame Baucher pouvait venir de temps en temps. Lors d'un de ces groupes, une des femmes dit moi, mon gros souci, c'est que mon mari, il ne se change pas. Il ne change jamais sa chemise, il ne change jamais son costard, il est sale. Et donc là, j'étais fatigué ce jour-là. Je me dis, on va avoir un superbe groupe, on va parler des habits. J'étais vraiment pas passionné. Donc cette femme le perçoit, me dit, mais ça vous intéresse pas, hein. Donc là, je me reprends en me disant, je suis payé quand même pour ça, hein. Et je reprends tout ce travail. Et finalement, de ces habits qui étaient sales, parce que la réponse que l'on pouvait donner, c'est changer à sa place ou changer en cachette. Et cette femme était extraordinaire, elle disait, mais je ne peux pas faire ça. Mon mari, il était toujours autonome, c'est lui qui choisissait. Et si je fais ça, c'est que j'admets qu'il n'est plus ce qu'il était et que moi, je ne suis plus sa femme. Et il y avait un gros conflit. Et c'est vrai que de là, j'ai vraiment été amené à réfléchir sur ce que ça veut dire que d'accompagner, que d'aider. Parce que aider, c'est pas décider pour l'autre. Et ce genre de situation, on le retrouve finalement tous les jours. Et je pense que l'exigence de travail que l'on doit avoir, c'est de réfléchir. On parle beaucoup en ce moment de la maladie d'azonognosie. C'est dur à dire en plus, surtout en public. J'arrive mieux le soir au restaurant. Donc cette maladie, on en parle beaucoup et c'est vrai qu'il faut réfléchir dessus. J'avais un patient qui avait un syndrome frontal qui était très très grand et c'était un homme qui avait eu des grandes responsabilités dans l'État et qui était vraiment un haut fonctionnaire qui avait beaucoup apporté. Et lorsque je le rencontre, il me demande si moi aussi je veux voir son cul. Donc j'étais assez surpris de voir le décalage qu'il pouvait y avoir entre l'image de cet homme et ce qu'il me montrait. Et lors de l'entretien, il me fait des propositions sexuelles qui dépassent l'entendement dont je ne parlerai pas. Et là, quand même, je lui dis, mais écoutez, monsieur, je suis très surpris de la manière dont vous me parlez. Et lui, il me répond, mais moi aussi. Et je dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il me fait, je ne peux pas m'en empêcher. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est-à-dire, à partir du moment où moi, je prends intérêt à ce qu'il me dit, et je ne note pas simplement syndrome frontal désinhibé, faites quelque chose, docteur, mais plutôt d'aller s'intéresser à voir ce qu'il peut y avoir derrière, on a pu avoir un échange. Et à ce moment-là, cet homme a pu parler sur lui-même, a pu parler sur ses symptômes, même si 5 minutes après, sa désinhibition a repris le dessus. Et c'est un peu ça l'idée, c'est d'éviter d'enfermer les gens finalement dans un symptôme, d'enfermer les gens dans une incapacité, en même temps de passer à côté des symptômes. Il n'y a rien de pire que de passer à côté des symptômes de la maladie d'Alzheimer ou autre et de ne pas les prendre en compte dans le quotidien. C'est-à-dire, oui, c'est les célèbres, il le fait exprès, non, il pourrait y arriver. En passant à côté, on passe à côté de la rencontre. Et il y avait une femme qui me racontait, une patiente qui me disait, je n'ose plus sortir parce que quand je sors, je suis pris devant des décisions à avoir et j'y arrive plus. Elle me donnait un exemple très précis. L'autre jour, chez la boulangère, j'ai demandé une baguette. Elle m'a répondu, mais j'en ai plus, mais par contre, il me reste des ficelles. Et cette femme disait, mais sur le moment, pour moi, une ficelle, c'était un truc qui sert à attacher. Elle avait oublié que c'était aussi du pain. Et cette femme s'isolait. D'où l'intérêt de réfléchir finalement à notre pratique, à notre sens à côté. Parce que cette dame, si j'avais été à côté, il aurait fallu juste lui dire, mais c'est aussi du pain. Elle m'aurait fait, oui, j'en veux bien. Elle aurait été capable de décider à ce moment, décider seule non, mais décider avec la présence de quelqu'un, elle aurait en été capable. Et c'est bien ça le sens finalement des professionnels, que nous sommes dans l'accompagnement. Donc ça veut dire déjà se combattre les stéréotypes. Les malades ne retombent pas en enfance, les malades ne deviennent pas agressifs. La majorité des malades Alzheimer deviennent au contraire apathiques et sans marque d'agressivité. Et c'est surtout pas uniquement une maladie de la mémoire. La maladie d'Alzheimer a une incidence sur la vie quotidienne qui prend tout un ensemble de faits et gestes. Et c'est important. Certes, c'est la mémoire, mais même cette mémoire peut être dépassée. On avait un patient dernièrement qui était hospitalisé parce qu'il avait frappé sa femme. Et dans une crise comme ça de folie et d'agressivité. Il avait frappé sa femme qui s'en occupait à domicile. Et donc il arrive après la psychiatrie chez nous et on le connaissait. Et au bout d'un moment, forcément, sa femme ne se voyait pas revivre avec l'insécurité, l'imprévisibilité qui pouvait exister chez son homme. Et donc moi, je discute avec le patient, je le connais bien, et je lui dis, vous savez pourquoi vous êtes hospitalisé? Il me fait, non, parce que vous êtes sympa, parce qu'on est bien ici. Je dis, non, le problème n'est pas là. C'est parce que vous avez frappé votre femme. Il ne s'en souvenait pas du tout. Donc
Donc on pourrait se dire, on ne pourra pas construire. Et comme on se connaissait bien, qu'il y avait une relation qui était relativement bonne, je lui dis, c'est pour ça peut-être qu'on pourrait penser à une maison de retraite. Il me fait, bah, vu ce que vous me dites, je suis bien obligé d'y penser. Et on a pu construire ce projet d'une institution, non pas parce qu'il avait frappé sa femme, mais parce qu'il avait un symptôme qui le rendait imprévisible, et que même s'il ne s'en souvenait pas, à un moment donné, il pouvait décider, il pouvait juger qu'il y avait quelque chose à faire, lui, et c'était autre chose que pour lui décider, oui, je vais aller en institution parce que j'ai une maladie qui me rend imprévisible, que dire, bah, je suis devenu un salaud, j'ai frappé ma femme, et c'est pour ça que je suis enfermé. Il y avait d'autres perspectives pour lui et pour sa famille. Excusez-moi, je vais accélérer un peu. Ça va, je vous promets, c'est la première fois que j'ai 4 minutes 28 devant moi. Donc les autres symptômes, qui peuvent aussi avoir une incidence, les troubles du langage évidemment, on les sous-estime à un point qui est très grand, c'est qu'on aborde les patients comme s'ils comprenaient tout ce qu'on va dire. Vous mettez un patient ici, il va me dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce bonhomme, il va trop vite. Je crois que les troubles de langage, il faut vraiment les évaluer, il faut essayer de voir est-ce que le patient ne serait-ce comprend ce qu'on lui propose. Moi je pense souvent à ça, qui parle aucune langue étrangère, lorsque je suis à l'étranger, je regarde les gens en souriant, oui, mais je serais incapable de prendre une décision à ce moment-là, non pas parce que je ne suis pas autonome, mais parce que je ne comprends pas ce qu'on me dit. Pour le malade Alzheimer, c'est exactement la même chose. Ça va être aussi plus peut-être méconnu, les troubles de la reconnaissance, la capacité de discriminer un objet. Comment décider quand on n'est pas capable de reconnaître qu'un verre est un verre? Donc pourquoi, même si j'ai soif, je prendrai ce verre alors que je ne sais pas le reconnaître? Une histoire pathétique, une autre qui était arrivée, un patient qui était en train de téléphoner. Bonjour madame. Excusez-moi. Qui était en train de téléphoner avec sa télécommande. Tout simplement parce qu'il avait la volonté de téléphoner à sa femme pour lui dire quelque chose, mais il était extrêmement perturbé parce qu'il n'arrivait pas à reconnaître le téléphone. Pourtant, sa volonté et sa décision étaient de téléphoner. Je vous passerai les troubles de la programmation parce qu'il faut vraiment que j'avance. Les malades sont malades, les symptômes, vous les connaissez autant que moi, vous les connaissez dans leur incidence sur la vie quotidienne. Il ne faut pas en oublier qu'avant d'être malade, les personnes sont des personnes. Et que lorsqu'il s'agit d'évaluer la capacité, l'autonomie décisionnelle, il faut voir d'où on part. C'est qu'il y a des gens qui étaient incapables de décider durant leur vie. On va pas faire un cours de psychopathologie, mais prenez un névrosé obsessionnel qui passe sa vie à être dans le doute, où la décision va être un calvaire. Forcément, en arrivant avec une maladie d'Alzheimer, ça peut être pire. Ça, j'ai vécu ça d'un patient qui était incapable de décider. Et la famille m'a dit, mais ça a toujours été comme ça. D'ailleurs, nous venons de retrouver dans la cave nos jouets de nos 2 ans, alors qu'elle en avait au moins 60. Donc il était incapable de décider. Donc forcément, avec l'âge, cela ne va pas forcément s'arranger. De la même manière, quelqu'un qui est psychotique, c'est des choses qu'on rencontre au quotidien fréquemment. Je me souviens d'un patient qui refusait de manger. Donc on peut interpréter que c'était des troubles de la reconnaissance, des troubles de motivation, de ce que l'on veut. Mais au bout du compte, on se dit, mais oui, mais attendez, cet homme, il est un peu bizarre. Il est peut-être, tiens, il a peut-être quelque chose de psychotique, donc peut-être qu'il délire. Et à partir du moment où on lui a présenté des plats qui étaient fermés et qu'il ouvrait lui-même, il a recommencé à manger. Donc c'est tous ces petits détails finalement de la vie quotidienne qui nécessitent qu'on s'intéresse à la globalité de la vie, qu'on s'intéresse à la globalité de ce qui fait la personne, pas simplement ses symptômes. On devient malade d'Alzheimer, certes, mais il reste tout le reste. C'est ce que l'on appelle habituellement dans l'histoire de vie, mais ce n'est pas que cette vision, j'allais dire, poétique de qu'est-ce que vous aimiez, je vais vous le proposer. D'ailleurs, on peut faire l'excès inverse. Il y a des gens qui ne supportent pas, par exemple, quand on a cuisiné toute sa vie, quand on a l'animatrice qui arrive et qui dit bon, on va aller faire un gâteau, la personne dit j'en ai fait toute ma vie, ça ne m'intéresse pas. Donc ça ne doit pas être non plus un systématisme. Moi, je ne ferai jamais de gâteau. Et ça ne vous intéresse pas. Le non-verbal dans la prise de décision est fondamental. Et là, je vous donne encore des anecdotes. Je me permets de parler de cette pratique et j'espère que vous en tirez quelque chose dans l'interrogation. Mais beaucoup de malades font les choses entre guillemets, pour nos beaux yeux, parce que la relation passe bien. Ça nous arrive à tous. L'autre jour, il y avait un patient qui était en train d'inonder
une chambre, pas la sienne, chez une dame, avec le robinet de la douche, il est inondé, vraiment il est inondé. Donc les soignants m'appellent, en plus un mec très balèze et qui refusait de sortir parce qu'il était en train de faire on ne sait pas quoi. Hein. Et il m'appelle, donc moi j'étais très embêté, j'avais des chaussures neuves et il y avait de l'eau partout. Et donc je me dis, il faut que je trouve un moyen rapide pour faire sortir. Et je le connaissais très bien, hein, je blague là-dessus, mais je connaissais bien cet homme. Et je lui dis, ce matin on a parlé de Johnny Hallyday, j'aimerais savoir, j'ai dit que j'allais vous amener de la musique, qu'est-ce que je peux vous amener, mais j'aimerais savoir ce que vous pensez de Dick Rivers. Là il me regarde d'interrogation, il me dit, oui, mais je suis en train de faire quelque chose. Et je lui dis, mais laissez-le et puis on verra plus tard. Et il m'a suivi. Voilà, ça fait partie. C'est un détail, mais au moins je suis rentré en communication, non pas dans son symptôme qu'il fallait faire taire, mais dans la relation avec cet homme qui était pris sans doute par autre chose. Et ça marche. J'ai un autre exemple qui montre la différence. On a une femme qui a une maladie de Korsakoff, donc qui a aussi un syndrome frontal, et la pauvre qui a aussi un cancer du sein, qu'il s'agirait d'opérer. Hein. Et donc le médecin avec qui je travaille est une femme qui a été lui annoncé qu'elle était malade, et tout de suite cette femme lui a dit, tu vas quand même pas me dire que j'ai un cancer, comme quoi il y a une perception même sans jugement qui peut exister. Et justement elles ont parlé de ça, des examens qu'il faudrait faire et peut-être de l'intervention. L'autre jour, je rentre, cette femme était en vacances et son remplaçant, qui est aussi son chef de service, me dit, j'ai été voir madame, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle aille à un examen, et j'ai fait l'examen clinique, elle lui a répondu, mais tu peux pas aller tripoter ta femme. Hein. Voilà. Et non, donc c'est certes drôle qu'elle lui ait dit ça, mais l'incidence est grande, c'est qu'elle a refusé l'examen, elle a refusé de partir par cette communication entre deux personnes, deux interrogations qui ne se sont pas rencontrées. Donc pour conclure, parce que off est indiqué, je crois qu'il faut prendre le problème de l'évaluation. Je pense qu'il faut aussi s'évaluer soi-même. C'est-à-dire qu'on a une part grande, très grande dans la prise de décision de l'autre. C'est-à-dire que quand on propose à l'autre de décider, tout dépend comment on va se présenter. Si on se présente en disant « j'ai besoin que vous sortiez pour rentrer chez vous parce que j'ai besoin d'un lit », parce que la médecine est ainsi faite, le patient ne peut pas comprendre. Par contre, oui, ça serait une bonne chose pour vous que vous alliez chez vous avec des aides, etc. Il peut se passer quelque chose. Donc c'est une décision au bon moment. Ça peut varier d'un moment à l'autre. Et pour ça, je vous finis avec ma dernière anecdote. Une femme qui s'est cassé le poignet, donc il y avait un plâtre, et au bout de quelques semaines, il fallait enlever le plâtre, et elle refusait tout le temps parce que ça lui faisait peur. Et donc un jour, j'étais un peu plus disponible, je dis à l'interne, on va y aller ensemble, et je dis à la dame, elle me connaît bien, elle a l'air de bien m'aimer, je lui dis, on va enlever le plâtre, mais je ne sais pas si on vous a déjà enlevé un plâtre, c'est une espèce de scie qui ne coupe pas, mais qui casse, et qui est assez impressionnant. Donc cette femme, dès qu'on approchait, elle hurlait, elle veut me tuer la salope, excusez-moi, c'est ce qu'elle disait, ce n'est pas moi. Et c'était, mais alors, constant, et on avançait un petit peu, et comme en plus on avait du vieux matériel, ça marchait pas bien, elle était prête à arrêter. Et bien, finalement, dans la relation, et c'est ça la décision, elle me disait, c'est comme ça, je m'en vais, je lui disais, mais non, parce qu'il faut enlever le plâtre. J'ai répété, je pense, 30 fois la même chose, mais on est arrivé au bout d'un moment, elle a eu un soulagement, elle fait, ça fait du bien de ne plus avoir ce truc. Et je crois que c'est un peu ça dans l'autonomie décisionnelle, c'est aussi comment nous, on accompagne, et qu'est-ce qu'on met dans l'accompagnement et dans la réflexion de la vision des malades. Merci.